Ma femme a déposé une demande de divorce, pensant obtenir la moitié de tout. Elle avait oublié que j'avais un contrat prénuptial. Elle l'avait signé juste pour faire taire ses parents. La tête de son avocat en lisant les clauses, ça n'a pas de prix. Elle a eu ce qu'elle méritait, rien. Ma femme a demandé le divorce en pensant empocher la moitié de mes biens, mais elle avait oublié de lire un détail très important. Mon divorce a été finalisé le mois dernier, et je suis enfin prêt à raconter toute cette histoire. Mon ex-femme pensait me nettoyer, récupérer la moitié de mon entreprise, de la maison, tout. Mais le contrat prénuptial qu'elle a signé il y a 7 ans n'était finalement pas qu'un bout de papier. La réaction de son avocat quand il a vraiment lu ce fichu document? Inestimable. Mais je vais trop vite. Commençons par le début. J'ai 34 ans et je dirige ma propre entreprise d'électricité ici dans le Colorado depuis mes 26 ans. J'ai tout construit à partir de rien, en commençant comme apprenti juste après le lycée, pendant que les autres profitaient de l'université. J'ai choisi la voie difficile dès le départ, 4 ans d'apprentissage avec un salaire proche du minimum, à étudier les normes électriques le soir, à passer des certifications. À 22 ans, j'ai obtenu ma licence d'électricien qualifié. J'ai passé les 2 années suivantes sur des projets commerciaux, à apprendre la gestion avec mon patron, qui était sur le point de prendre sa retraite. À 24 ans, j'ai décroché la certification de maître électricien, ce qui m'autorisait à délivrer des permis et gérer mes propres chantiers. Quand mon patron a pris sa retraite à 64 ans, j'ai racheté l'affaire. On a établi un plan de paiement, j'ai mis toutes mes économies, financé le reste et repris la clientèle, les contrats et l'équipement. À 26 ans, je me suis retrouvé responsable de tout. La première année, j'ai dormi à peine, mais j'ai réussi à faire tourner la boutique. L'entreprise réalise des travaux commerciaux et industriels, rénovation d'anciens bâtiments, installation de nouveaux systèmes électriques, dépannage, modernisation de tableaux, refonte de l'éclairage. J'ai 4 électriciens à plein temps avec moi, et on ne chôme jamais. Les revenus sont bons, un solide 6 chiffres quand tout roule. Je suis aussi propriétaire des locaux qui abritent mon bureau et mon atelier. Je les ai achetés en 2016, alors que l'ancien propriétaire était pressé de vendre. C'était un ancien garage des années 70, construction solide. J'ai payé 180 000 $ pour une valeur bien supérieure. J'ai passé 6 mois à le transformer en atelier électrique fonctionnel, en faisant la plupart des travaux moi-même le week-end. L'emplacement est parfait, juste sur l'axe routier, avec une excellente visibilité. Je loue la moitié à une entreprise de climatisation, ce qui couvre la majorité du prêt. Aujourd'hui, l'estimation tourne autour de 650 000 $. Le crédit est à moitié remboursé. Ma vie personnelle était simple avant Britney. J'avais ma maison, un ranch de 3 chambres acheté aux enchères en 2014 pour 150 000 $. C'était un chantier quand je l'ai eu. J'y ai passé 2 ans de rénovation intense, j'ai tout refait, démoli l'ancienne cuisine, rénové les parquets, changé les fenêtres, posé une nouvelle toiture, installé un nouveau système de chauffage. En 2016, j'avais transformé ce désastre à 150 000 $ en une propriété valant près de 400 000 $. Mon crédit n'était que de 8 cents $ par mois, bien moins cher qu'une location. Je conduisais un Ford F250, indispensable pour le travail, acheté d'occasion en 2015, moteur diesel, double cabine, parfait pour transporter mes outils. Entretenu religieusement. Elle a maintenant 290 000 km et roule comme au premier jour. Le week-end, je bricolais à la maison, faisais des extras ou partais en montagne. J'avais des amis de l'époque de l'apprentissage, mais globalement, j'étais plutôt solitaire. Je chérissais le calme après une semaine passée à gérer des clients. J'ai rencontré Britney au printemps 2016, au mariage de mon ami Kevin. Elle était demoiselle d'honneur, moi garçon d'honneur. Vous voyez le genre d'histoire. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire dans un cabinet du centre-ville. Elle semblait sympathique. Elle riait à mes blagues même quand elles n'étaient pas drôles. Elle avait 24 ans, moi 27. On a discuté à la réception et j'ai pris son numéro. Les premiers rendez-vous étaient classiques, café, dîner dans une bonne trattoria, cinéma. Elle semblait impressionnée que j'ai ma propre entreprise et ma maison. Elle disait que la plupart des garçons de son âge vivaient encore en colocation ou chez leurs parents. J'ai apprécié qu'elle reconnaisse que j'avais les choses en ordre, mais honnêtement, ce n'était pas extraordinaire. J'avais juste travaillé dur pendant que d'autres découvraient les sciences humaines. Les choses sont allées vite. L'été, on se voyait plusieurs fois par semaine.
À l'automne, elle avait pratiquement emménagé chez moi, tout en gardant son appartement, au cas où. J'ai remarqué qu'elle ne proposait jamais de participer aux courses ou aux factures, mais ça allait. Je gagnais plus qu'elle, je trouvais ça équitable. Ses parents, c'était une autre histoire. Le père, Richard, possédait un réseau de concessionnaires automobiles sur 3 comtés. Du vrai argent, plusieurs résidences secondaires, clubs de golf privés. La mère, Patricia, n'a jamais travaillé de sa vie, mais se prenait pour la PDG d'une entreprise du Fortune 500 parce qu'elle présidait un comité de levée de fonds pour l'hôpital. Ils vivaient dans un manoir démesuré dans les collines, avec allées circulaires et fontaines. La première fois que je les ai rencontrés, c'était à Thanksgiving 2016. Je suis arrivé avec mon pick-up, en chemise habillée et chino, ce qui n'était apparemment pas assez formel. Patricia a littéralement dévisagé mon pick-up sur l'allée comme si j'avais garé un camion poubelle. Richard me serra la main, essayant désespérément de prouver quelque chose. Pendant tout le dîner, ils ont posé des questions qui semblaient polies, mais qui étaient en réalité des manières de sonder ma valeur nette. Alors, vous êtes électricien. C'est du travail manuel, n'est-ce pas? Vous comptez rester dans cette branche à long terme? Britney a mentionné que vous aviez une maison. C'est un bon quartier? J'ai répondu à tout avec franchise, sans me laisser démonter. Oui, je travaille de mes mains. Oui, je compte continuer à développer mon entreprise. Oui, mon quartier est bien, même sans portail avec sécurité 24h24. Britney semblait gênée par les questions de ses parents, mais elle n'a pas non plus sauté à ma défense. Malgré ses parents, Britney et moi nous sommes fiancés en février 2017. Je lui ai demandé sa main pendant une randonnée. Rien d'extravagant, juste nous deux au lever du soleil, contemplant la vallée que nous venions d'atteindre. Elle a pleuré et a dit oui, et pendant une dizaine de minutes, j'ai vraiment cru avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait. Puis a commencé l'organisation du mariage, et ses parents sont passés en mode contrôle total. Patricia avait un avis sur absolument tout, le lieu, les fleurs, le menu, la musique, la liste des invités, ce que je porterais. Richard ne cessait de commenter le fait que ma liste d'invités était si petite comparée à la leur. Ils ont proposé de payer tout le mariage, mais avec tellement de conditions que cela ressemblait à un spectacle de marionnettes. La dispute la plus importante a éclaté environ 2 mois avant le mariage. Nous dînions avec ses parents dans leur club privé, où ils avaient insisté pour venir parce qu'il était important d'être vus aux bons endroits. Richard a commandé pour tout le monde sans demander. Une sorte de démonstration de pouvoir, je suppose. Puis il a lâché la bombe, nous avons parlé avec notre avocat et nous pensons que vous devriez avoir un contrat prénuptial, simplement pour protéger les intérêts de chacun. Le visage de Britney a pâli. Oh papa, nous en avons déjà parlé. Je sais ce que nous avons dit. Richard l'a interrompu. Mais Patricia et moi avons des actifs importants que nous prévoyons de transmettre à Britney un jour. Nous devons nous assurer que ces actifs restent dans la famille. Je me suis contenté de manger mon steak en le laissant parler. Je savais où cela allait. Patricia a enchaîné avec sa voix faussement douce, ce n'est qu'une formalité, rien de personnel. Nous voulons simplement nous assurer que, si quelque chose d'heureux arrivait, les deux parties soient protégées. Ce qu'il voulait vraiment, c'était s'assurer que l'électricien manuel ne mette pas ses mains sales sur le précieux argent de la famille. Pour moi, parfait. Je n'ai jamais voulu leur argent de toute façon. Mais c'est là que cela devient intéressant. J'avais déjà songé à un prénuptial pour moi-même. Mon entreprise valait une belle somme et était en croissance. L'immeuble prenait de la valeur. La maison était en rénovation. J'avais travaillé toute ma vie d'adulte pour construire ce que j'avais, et je n'allais pas en donner la moitié à quelqu'un si les choses tournaient mal. Mais je n'en avais pas parlé parce que je ne voulais pas donner l'impression de ne pas faire confiance à Britney. Alors, quand Richard l'a suggéré, j'ai simplement acquiescé. En fait, je trouve que c'est une idée intelligente. Moi aussi, j'ai une entreprise et quelques actifs. Il est logique de garder les choses séparées. L'expression de Richard était inestimable. Il s'attendait clairement à ce que je discute ou que je m'offense. Patricia semblait déçue de ne pas pouvoir faire une scène dramatique. Britney m'a simplement regardé. « Tu veux un prénuptial ? Ça se comprend. » J'ai répondu, j'ai l'entreprise, l'immeuble, la maison. Toi, tu as les actifs de ta famille qui viendront plus tard. Gardons ce qui est à nous, construisons ensemble ce qui sera nôtre, et si nous nous séparons,
personne ne se bat. Ça me semble juste. Richard s'est rapidement repris. Exactement. Je suis content que vous soyez raisonnable. Je vais demander à notre avocat de famille de rédiger quelque chose. Je le ferai examiner par mon avocat, j'ai dit. Et nous devrions probablement chacun avoir notre propre représentation, pour que tout soit transparent. Je pouvais voir que Richard n'appréciait pas que je ne signe pas simplement tout ce que son avocat mettrait devant moi, mais il ne pouvait pas discuter sans se dévoiler. C'est ainsi que nous avons obtenu le prénuptial. Son avocat a rédigé un document visant essentiellement à garantir que la potentiel héritage de Britney reste intouchable. C'était une douzaine de pages de termes juridiques sur la propriété séparée et les dons futurs, signifiant en gros que l'argent de sa famille ne serait jamais le mien. Pour moi, parfait. Je n'ai jamais voulu leur argent. Tout le document semblait insultant, mais j'ai avalé ma colère. Mon avocat a examiné le document et s'est immédiatement mis à rire. Ils veulent que vous signiez cela, mais ils ne vous ont protégé d'aucune manière. C'est totalement unilatéral. Nous avons donc ajouté plusieurs clauses protégeant mon entreprise, l'immeuble commercial, ma maison et tous mes comptes de retraite ou investissements existants avant le mariage. Puis nous sommes devenus créatifs. Mon avocat a suggéré d'inclure une clause sur les fonds séparés pour les acquisitions futures réalisées avec les revenus de l'entreprise. Voyez-vous, Robert, a-t-il expliqué, vous êtes jeune. Votre entreprise grandit. Vous allez acquérir d'autres actifs. Nous devons nous assurer que tout ce que vous achetez avec les revenus de l'entreprise reste vôtre, et non un bien commun. Nous avons passé 3 semaines à négocier avec l'avocat de Richard. Il voulait que l'augmentation de la valeur de mon entreprise pendant le mariage soit considérée comme un bien commun. En gros, il voulait la moitié de mon travail acharné en cas de divorce. J'ai dit, absolument pas. Mon avocat a tenu bon. Votre client veut protéger les actifs familiaux, a déclaré Robert à leur avocat. Mon client veut la même protection. Soit nous l'avons tous les deux, soit personne ne l'a. Richard a tenté de faire pression. Il a dit qu'il pourrait reconsidérer le mariage si je n'étais pas prêt à être raisonnable. J'ai dit à Britney d'annoncer à son père que cela me convenait parfaitement. Nous pourrions sauter le mariage coûteux et nous rendre directement à la mairie. Elle a paniqué et, soudain, ses parents sont devenus prêts à négocier. La version finale protégeait tout ce que je possédais avant le mariage, ainsi que tout ce que j'acquérais avec les fonds de mon entreprise pendant le mariage. Nous avons également ajouté une clause stipulant que toute acquisition faite pendant le mariage avec des fonds séparés, c'est-à-dire les revenus de mon entreprise, resterait une propriété séparée. Cette clause fut celle qui me sauverait plus tard. Mon avocat a défini les fonds séparés comme tout argent provenant de mon entreprise, puisque je la possédais déjà avant le mariage. Cela signifiait que même l'argent que je gagnerais pendant le mariage serait techniquement séparé s'il venait de l'entreprise. Nous avons également précisé que toute plus-value sur une propriété séparée resterait séparée. Donc, si ma maison doublait de valeur pendant le mariage, cette augmentation resterait mienne car la maison avait été achetée avec des fonds séparés avant le mariage. La rédaction est devenue technique, des formulations comme tout bien immobilier, propriété personnelle, intérêt commercial ou compte financier acquis par l'une ou l'autre des parties avec des fonds séparés, tel que défini dans la section 2, restera la propriété séparée de cette partie, y compris sens illimité, toute plus-value, loyer, bénéfice ou autre revenu provenant de cette propriété. Mon avocat hésitait, trouvant le langage trop large. Mais j'ai insisté. Je misais sur moi-même. Je lui ai dit, mon entreprise va grandir. Je vais acheter plus de biens. Je vais construire une fortune. Je veux m'assurer que, si ce mariage ne fonctionne pas, je garde ce que j'aurai gagné. En y repensant, ce fut probablement la décision la plus intelligente que j'ai prise, après l'achat de l'immeuble commercial. Britney a à peine lu le document. Nous étions au bureau de l'avocat un jeudi après-midi, et elle était littéralement sur son téléphone à envoyer des messages à ses demoiselles d'honneur à propos de fleurs ou d'un détail du mariage pendant que les avocats expliquaient. Son avocat, que Richard avait engagé ce qui était déjà suspect, essayait sans cesse de capter son attention. Mademoiselle Peterson, il s'agit d'un contrat légalement contraignant qui régira la division des biens en cas de divorce. Vous devriez vraiment examiner ces conditions avec soin. Cela protège les actifs de son entreprise et toute propriété qu'il acquérera pendant le mariage avec les fonds de l'entreprise. Je m'en fiche, a interrompu Britney, sans même lever les yeux de son téléphone. Je ne me marie pas pour l'argent. J'ai mon propre argent de famille. Tout ce cirque autour du prénuptial,
c'est juste pour faire taire mes parents et sécuriser leur héritage. On peut juste signer et en finir? J'ai un essayage de robe dans 40 minutes. Son avocat m'a regardé comme pour s'excuser. Mademoiselle Peterson, j'insiste vraiment pour que vous lisiez au moins la section du résumé. Combien mon père vous paie-t-il pour être là, a répondu Britney avec irritation. Parce que vous êtes censé faciliter les choses, pas me donner des devoirs. Où est-ce que je signe? L'avocat a soupiré et a indiqué les lignes de signature. Nous avons tous les deux signé. Nous l'avons fait notarier par la secrétaire du cabinet et déposé correctement avec la demande de licence de mariage le lendemain. Tout était en règle, légal, totalement applicable, complètement ignoré par Britney, qui trouvait cela une perte de temps, et nous n'en avons plus jamais reparlé. Le mariage en lui-même fut une production exagérée dans un domaine viticole pour 250 personnes, dont la plupart m'étaient inconnues. Ses parents ont payé et ont tenu à ce que tout le monde le sache. Le toast de Richard était littéralement à propos de comment ils n'avaient pas lésiné sur les dépenses pour offrir à leur fille le mariage qu'elle méritait. Aucune mention de moi ou de notre vie à construire ensemble, juste une parade de richesse. Les premières années de mariage étaient acceptables. Rien d'extraordinaire, mais acceptable. Britney continuait à travailler au cabinet dentaire, mais a commencé à prendre plus de jours de congé pour des raisons aléatoires, shopping, spa avec sa mère, long week-end à la maison de vacances de ses parents. Elle m'invitait parfois, mais j'avais une entreprise à gérer et ne pouvais pas simplement disparaître. Les questions d'argent sont devenues étranges vers la 2e année. Elle avait toujours été dépensière, mais cela s'est intensifié. De nouveaux vêtements chaque semaine, venant de boutiques dont je n'avais jamais entendu parler. Des coupes de cheveux à $300 toutes les 6 semaines dans un salon que sa mère fréquentait. Des manucures toutes les 2 semaines, rendez-vous fixe. $100 de plus à chaque fois. Elle s'est inscrite à une salle de sport chic qui coûtait environ $200 par mois, même si elle n'y allait peut-être que 2 fois par semaine. Elle a changé de voiture pour un nouveau Lexus RX 350, un véhicule de $50 000 entièrement équipé, financé sur 6 ans, parce qu'elle méritait quelque chose de beau. La mensualité était d'environ $850. Au début, je ne disais pas grand-chose parce qu'elle avait ses propres revenus du cabinet dentaire, environ $45 000 par an, et je pensais qu'elle pouvait dépenser comme elle voulait. Sauf que ses revenus couvraient à peine la moitié de ses dépenses. Le reste venait du compte joint que j'alimentais. J'ai commencé à remarquer des courses d'épicerie sur la carte de crédit, de l'essence sur la carte, le paiement de sa voiture prélevé de notre compte commun. Elle vivait essentiellement au-dessus de ses moyens et utilisait mes revenus pour combler le déficit. Mais elle a aussi commencé à commenter mes propres dépenses. J'achetais un nouvel ensemble d'outils électriques pour l'atelier, du matériel de niveau professionnel qui coûte cher, mais qui dure éternellement et qui se paie dès la première utilisation. Elle roulait alors des yeux, disant quelque chose comme « Encore des outils ? Combien t'en faut-il » J'ai mis à jour l'un des camions de travail qui avait 400 000 km et devenait peu fiable. J'ai trouvé une bonne affaire pour un Ford de 3 ans avec un faible kilométrage. Elle demandait pourquoi je gaspillais de l'argent dans cette ferraille au lieu d'acheter une voiture neuve. La grosse dispute a éclaté quand j'ai fait un paiement supplémentaire de $5 000 sur le prêt de l'immeuble commercial. J'avais eu un bon mois, signé un gros contrat, et j'ai décidé d'appliquer le surplus sur le capital pour économiser des intérêts. Quand elle a vu le virement bancaire, elle s'est vraiment énervée et s'est mise à crier, disant qu'on aurait pu aller à Hawaï avec cet argent. On pourrait être sur une plage en train de siroter des cocktails, mais à la place, tu balances de l'argent dans un immeuble dont tout le monde se fiche, a-t-elle dit un soir. Cet immeuble génère $2500 par mois de loyer, ai-je répondu. Je lui ai fait remarquer que c'était un investissement. Chaque dollar que je paie maintenant nous en économise 3 en intérêt sur la durée du prêt. Tout est investissement pour toi. Tout est pour le futur, l'entreprise, la propriété. Tu travailles toujours, ou tu parles de travail, ou tu penses au travail. Quand est-ce qu'on va vraiment profiter de la vie? Quand est-ce que moi, je vais profiter de la vie? Tu peux profiter de la vie avec l'argent que tu gagnes, ai-je dit, ce qui n'était probablement pas la réponse la plus intelligente. Elle ne m'a pas adressé la parole pendant 3 jours après ça. J'ai commencé à remarquer qu'elle passait de plus en plus de temps chez ses parents. De longs déjeuners du dimanche qui se transformaient en dîner, des visites en soirée en semaine parce que sa mère avait besoin d'aide pour organiser la collecte de fonds de l'hôpital, ou son père voulait mon avis sur quelque chose. Je rentrais du travail à 18h et elle était déjà partie.
Elle ne revenait qu'à 22 heures ou 23 heures. Quand j'en parlais, elle disait que j'étais contrôlant, qu'elle avait le droit d'avoir une relation avec ses parents, ce qui était vrai, mais on aurait dit qu'elle était plus mariée à eux qu'à moi. La 3e année, les choses ont vraiment changé. Elle a quitté son emploi au cabinet dentaire. Elle est simplement rentrée un jour et a annoncé que c'était fini. Elle a dit que c'était trop stressant et que le salaire n'en valait pas la peine. J'ai demandé ce qu'elle comptait faire, et elle a dit qu'elle verrait ça plus tard. Pendant 6 mois, elle n'a pas travaillé. Elle passait ses journées à faire du shopping, à déjeuner avec des amis, à aller chez ses parents. Je payais tout, le prêt immobilier, les factures, l'épicerie, le crédit de la voiture, l'assurance, l'essence, tout. Sa contribution était exactement 0. J'en ai parlé quelques fois, et elle se mettait sur la défensive. Je m'occupe de la maison, disait-elle, même si cela signifiait juste qu'elle mettait parfois la vaisselle au lave-vaisselle. Tu dis toujours qu'on devrait passer plus de temps ensemble. Eh bien, maintenant je suis disponible, argumentait-elle quand je pointais la situation financière. Mais elle n'était pas disponible. Elle était toujours occupée à autre chose, des voyages avec des copines, l'événement caritatif de sa mère, un baby shower pour une amie, tout sauf passer du temps avec moi. Finalement, elle a trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique d'une amie. 20 heures par semaine à environ 15 $ de l'heure, cela couvrait à peine l'essence et le téléphone, mais c'était toujours ça. Les 4e, 5e et 6e années se sont plus ou moins mélangées. Nous étions plus des colocataires que des époux. Elle faisait sa vie, je faisais la mienne. Nous dînions ensemble peut-être 2 fois par semaine, regardions la télé dans des pièces séparées, parlions à peine en dehors de la logistique des visites familiales pendant les fêtes. Notre vie intime a pratiquement cessé. Nous sommes passés de plusieurs fois par semaine à quelques fois par mois, puis presque jamais. J'ai demandé une fois, et elle disait qu'elle était fatiguée, stressée, ou tout simplement pas d'humeur. Au bout d'un moment, j'ai cessé de m'en soucier. Je me suis plongé dans le travail. J'ai développé l'entreprise de 4 à 8 employés, ouvert une seconde succursale dans la ville voisine, commencé à obtenir des contrats commerciaux plus importants, acheté 2 autres propriétés d'investissement, un duplex et un petit immeuble de bureau. Tout payé avec les revenus de l'entreprise, tout soigneusement documenté comme propriété séparée selon les termes du contrat prénuptial. Britney ne semblait rien remarquer ni s'en soucier. Elle demandait comment se passait le travail, je répondais en 2 phrases, et c'était tout. Elle n'avait aucune idée des contrats sur lesquels nous travaillions, de la valeur de l'entreprise, du montant des loyers générés par les propriétés. Elle ne demandait jamais, et je ne donnais jamais l'information. La 7e année, elle a finalement fait son coup. C'était fin janvier, glacial dehors, et je venais de finaliser un gros contrat municipal qui nous mettrait à l'aise pour l'année. Je suis rentré vers 19 heures, épuisé, prêt à prendre une douche et à dormir. Britney était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et plusieurs papiers éparpillés. Elle dégageait une énergie étrange, nerveuse, mais excitée en même temps. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Nous y voilà », ai-je pensé. Toute conversation qui met fin à un mariage commence par ces 4 mots. « D'accord », ai-je dit en prenant de l'eau dans le frigo. « Je ne suis pas heureuse », a-t-elle dit. « Je ne suis pas heureuse depuis longtemps. Ce mariage ne fonctionne pas. » Je me suis assis en face d'elle, pas surpris le moins du monde. Oui, j'avais remarqué. Je pense qu'on devrait divorcer. J'ai simplement hoché la tête. D'accord. Elle a paru surprise par ma réaction calme, comme si elle s'attendait à ce que je la supplie, que je discute ou que je pleure. C'est ça. D'accord, Britney. Ça fait, quoi, 3 ans qu'on n'est plus vraiment mariés. On ne se parle pas. On ne passe pas de temps ensemble. On est pratiquement des étrangers qui vivent sous le même toit. Tu veux le divorce? D'accord, faisons-le. Elle s'est reprise et un petit sourire est apparu sur son visage. Eh bien, en fait, j'ai déjà parlé à un avocat, juste pour connaître mes options. Il m'a expliqué que, même avec ce prénuptial, j'aurai toujours droit à la moitié de tout ce qui a été acquis pendant le mariage. La moitié de la plus-value de la maison, la moitié des contributions au compte de retraite, la moitié de la croissance de l'entreprise. Le prénuptial protège l'entreprise, ai-je interrompu. Seulement la valeur d'avant le mariage, a-t-elle dit, en regardant son ordinateur comme si elle lisait des notes. Toute augmentation de valeur pendant le mariage est un bien commun. C'est la même chose pour la maison.
De plus, j'ai droit à une pension alimentaire, puisque je gagne moins que toi. Et j'ai joué le rôle de femme au foyer pendant une partie du mariage. J'ai failli rire à l'expression « femme au foyer », mais j'ai gardé un visage neutre. Mais tu as vraiment discuté de tout ça avec un avocat? Et évidemment, je ne suis pas stupide. Je connais mes droits. Félicitations, ai-je dit. Je vais donc appeler mon avocat pour préparer les documents. Elle avait l'air à nouveau confuse. Attends, tu ne veux pas en parler? Essayer une thérapie ou quelque chose? Tu viens juste de dire que tu n'es pas heureuse et que tu veux le divorce. Tu as déjà parlé à un avocat pour prendre la moitié de ce que j'ai. À quoi servirait exactement la thérapie? Je pensais juste que je ne sais pas, tu essaierais peut-être un peu plus. Tu te battrais pour un mariage que tu as déjà abandonné dans ta tête. Non merci. Si tu veux partir, faisons ça proprement et rapidement. Elle est restée assise une minute, réalisant probablement qu'elle n'allait pas avoir la scène dramatique qu'elle avait imaginée. Finalement, elle s'est levée. D'accord. Mon avocat a dit qu'il enverra la demande de divorce la semaine prochaine. Tu recevras probablement les papiers au travail. Parfait, ai-je dit. Je guetterai ça. Elle a pris son ordinateur et ses papiers et est montée. Je l'ai entendu passer des appels, probablement à sa mère ou à des amis, leur racontant la grande confrontation et comment je n'avais même pas lutté pour notre couple. Peu importe. J'avais du travail à faire. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, un type nommé Robert, qui m'avait aidé à acheter les propriétés commerciales et qui avait relu le prénuptial 7 ans plus tôt, et je lui ai raconté ce qui se passait. « Tu as toujours une copie du prénuptial ?» a-t-il demandé. « Oui, dans le coffre. » Excellent. Envoie-le-moi dès que possible. Je veux revoir la formulation exacte avant que son avocat ne fasse pression. J'ai apporté le document à son bureau l'après-midi même. Robert l'a lu pendant que je regardais son expression passer d'un air intéressé à un air amusé. « Elle l'a vraiment lu avant de signer ?» a-t-il demandé. « Pas vraiment. Elle était sur son téléphone tout le temps. Elle a dit qu'elle ne l'avait signé que pour faire taire ses parents. » Robert a ri. « Eh bien, elle est sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur la lecture des contrats. Ce truc est blindé. Ton entreprise, l'immeuble commercial, la maison, tout est protégé en tant que propriété séparée. Et cette clause sur les revenus de l'entreprise qui reste séparée? Ça va te sauver une fortune. Donc, elle n'aura pas la moitié. Elle n'aura rien. Elle a droit à ce qu'elle a apporté au mariage et à ce qu'elle a acheté avec son propre argent, a-t-il poursuivi. Mais tes actifs sont protégés. Les comptes de retraite que tu avais avant le mariage sont protégés. Toute plus-value sur tes propriétés séparées est protégée. Même l'argent que tu as gagné pendant le mariage, tant qu'il vient de l'entreprise. Quant à la pension alimentaire? Peut-être un peu pour une courte période, puisqu'elle gagne moins, mais rien de significatif. Le Colorado n'est pas la Californie. On ne donne pas de pension à vie. Et vu qu'elle a volontairement quitté son emploi à temps plein et a passé la plus grande partie du mariage à vivre de tes revenus sans contribuer. Oui, le juge ne sera pas compatissant envers ses besoins de soutien. On peut se battre. J'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Il y a 7 ans, quand j'avais insisté sur la clause concernant les revenus de l'entreprise, je n'étais que prudent. Maintenant, cela allait me sauver. Britney a déménagé 2 jours plus tard. Elle est partie chez ses parents, a pris ses vêtements et ses effets personnels. Elle a laissé le reste. Pour moi, parfait. Moins de drame. Fidèle à sa parole, j'ai reçu les papiers au travail la semaine suivante. Sa demande détaillait ses exigences, la moitié de la plus-value de la maison, la moitié de l'augmentation de la valeur de l'entreprise, la moitié de mes comptes de retraite, une pension de $3000 par mois pendant 5 ans, et elle voulait garder le Lexus, que je payais. Robert a soumis notre réponse 2 semaines plus tard. Essentiellement, un non à tout, sur la base des termes du prénuptial. Nous avons également inclus une contre-demande, exigeant qu'elle assume sa part des dettes communes, y compris le Lexus qu'elle voulait garder. Son avocat a demandé une médiation. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence du centre-ville en mars. Britney est arrivée avec une tenue neuve, comme pour un entretien d'embauche. Sa mère l'accompagnait, pour une raison que j'ignore. J'étais venu en jean et chemise de travail, car je devais ensuite me rendre sur un chantier. Son avocat,
un type en costume coûteux qui se prenait manifestement pour un génie, a ouvert la réunion en exposant leur position. Selon lui, Britney méritait la moitié de tout, car elle m'avait soutenu pendant le mariage et avait sacrifié sa propre carrière. Robert a simplement fait glisser le contrat prénuptial sur la table. Lisez la page 3, section 4. J'ai observé le visage de l'avocat pendant qu'il lisait. J'ai vu son expression passer de confiante à confuse, puis inquiète. Il a tourné à la page 5, a lu davantage, puis à la page 7. Toute sa posture a changé. « Pouvons-nous avoir un moment avec notre cliente » a-t-il demandé. Ils sont sortis. Britney semblait énervée. Patricia semblait confuse. Je suis resté assis à siroter le café infect de la salle de conférence. Quand ils sont revenus, le ton de l'avocat était complètement différent. Ma cliente est prête à négocier le montant de la pension alimentaire. Aucune pension alimentaire, a coupé Robert. Elle a quitté son emploi volontairement, a passé le mariage à vivre des revenus de mon client sans contribuer au foyer, et gagne suffisamment dans son emploi à temps partiel actuel pour subvenir à ses besoins. Elle souhaite maintenir le style de vie qu'elle avait pendant le mariage? Elle peut trouver un emploi à temps plein. C'est ridicule, a intervenu Patricia. Elle a renoncé à sa carrière. Elle a quitté son emploi d'hygiéniste dentaire qui payait 45 000 $ par an. Robert a répondu catégoriquement, ce n'est pas un sacrifice de carrière. Elle l'a fait par choix, pas pour soutenir l'entreprise de mon client ou parce qu'elle devait déménager pour son travail. Elle ne voulait tout simplement plus travailler. L'avocat a tenté de changer d'approche. Et la maison? Elle a droit à la moitié de la plus-value. La maison a été achetée avant le mariage avec des fonds séparés appartenant à mon client, a déclaré Robert. Toutes les améliorations ont été payées avec des fonds séparés provenant de l'entreprise. Le prénuptial stipule clairement que les biens achetés avec des fonds séparés restent des propriétés séparées, y compris toute plus-value. La valeur de l'entreprise est protégée par le prénuptial. Tout, la valeur d'avant le mariage et toute augmentation pendant le mariage. C'est écrit noir sur blanc à la page 4. Je suis resté assis à regarder l'avocat réaliser que le dossier de sa cliente s'effondrait. Britney semblait sur le point de pleurer. Patricia était furieuse. Alors, que propose exactement votre client, a demandé l'avocat, la voix tendue. Britney garde ses effets personnels, bijoux, vêtements, tout ce qu'elle a acheté avec ses propres revenus. Elle peut garder le Lexus si elle en assume l'intégralité du crédit. Mon client garde tout le reste. Pas de pension alimentaire. Nous partageons les frais de procédure du divorce. C'est tout. C'est scandaleux, a déclaré Patricia. Elle a été mariée avec lui pendant 7 ans et a signé un prénuptial qu'elle n'a même pas pris la peine de lire. Robert a répondu, un accord que son père a insisté pour avoir, je dois le rappeler. C'est drôle comme les choses se passent. La médiation s'est terminée sans accord. Son avocat a dit qu'on se reverrait au tribunal. Pour moi, parfait. J'avais une entreprise à gérer. Les mois suivants ont été consacrés à la phase de découverte. Son avocat a demandé des documents financiers, que nous avons fournis. Tout prouvait que chaque actif était une propriété séparée selon le contrat prénuptial. Mon compte d'entreprise montrait les revenus et comment ils étaient séparés de toute source commune. Les documents de l'immeuble commercial montraient que je l'avais acheté avant le mariage et que tous les paiements de l'hypothèque provenaient du compte de l'entreprise. Les preuves d'achat de la maison montraient que je l'avais acheté en 2014, 2 ans avant notre rencontre, et que toutes les rénovations avaient été payées avec les revenus de l'entreprise. Les relevés des comptes de retraite montraient le solde avant le mariage, tracé séparément de toute contribution pendant le mariage. Robert a été méthodique. Chaque document était organisé, étiqueté, croisé avec les termes du prénuptial. Il a constitué un classeur d'environ 8 cm d'épaisseur. Section après section de preuve que tout ce que je possédais était une propriété séparée. Son avocat va essayer d'argumenter qu'une partie est devenue un bien commun par mélange de biens, a expliqué Robert. Mais nous avons des registres clairs montrant l'origine de chaque dollar, le compte de l'entreprise, les revenus locatifs, vos comptes personnels d'avant le mariage, tout est séparé et traçable. Son avocat a continué à chercher un angle, un moyen d'argumenter que le prénuptial était invalide ou inéquitable. Ils ont déposé une requête alléguant que Britney n'avait pas eu de représentation légale indépendante, mais elle en avait bien eu une, même si c'était son père qui la payait. L'avocat a soumis une déclaration sous serment affirmant qu'il lui avait expliqué les termes. Elle avait eu l'occasion de les examiner,
mais avait choisi de ne pas le faire et avait signé malgré tout. Ils ont essayé d'alléguer une contrainte, mais la signature avait été témoignée et notariée, et elle avait eu lieu 2 mois avant le mariage, suffisamment de temps pour qu'elle se rétracte si elle avait des doutes. Ils ont essayé d'argumenter que les termes étaient abusifs, mais elle avait spécifiquement accepté de protéger les actifs familiaux de la même manière que je protégeais les miens. Comment cela pouvait-il être abusif alors que les deux parties avaient la même protection? Ils ont même fait appel à un expert financier pour témoigner de la valeur de sa contribution au mariage, argumentant essentiellement que sa présence et son entretien de la maison avaient une valeur monétaire. Robert a démonté son argumentation en une dizaine de minutes de contre-interrogatoire. « Mais quelle tâche ménagère votre cliente a-t-elle accomplie » a-t-il demandé à leur expert. L'expert a dû admettre que Britney ne cuisinait pas beaucoup, ne faisait pas le ménage, ne faisait pas la lessive, n'entretenait pas le jardin, ne faisait pas de réparation dans la maison. Nous engagions un service de nettoyage 1 fois par mois parce qu'elle ne voulait pas le faire. Je m'occupais seul de tout le jardinage. Tout l'entretien de la maison était mon affaire. Alors, concrètement, qu'a-t-elle apporté au foyer, a demandé Robert. L'expert n'a pas pu donner de réponse convaincante. Elle a apporté un soutien émotionnel et de la compagnie. Existe-t-il une valeur marchande pour le soutien émotionnel et la compagnie, a demandé Robert. Parce que cela ressemble à un mariage, ce qui était le cas. Mon client n'est pas obligé de payer pour avoir été marié. Leur dossier s'effondrait, et tout le monde dans la salle d'audience pouvait le voir. Robert m'a rapporté que leur avocat continuait d'essayer de négocier, cherchant désespérément un accord qui donnerait quelque chose à Britney. Ils ont proposé de renoncer à la pension alimentaire si je lui donnais 20 000 $. Robert a dit non. Ils ont proposé d'abandonner leurs prétentions si je lui laissais le Lexus sans contrepartie. Robert a dit qu'elle pouvait le garder, mais qu'elle devrait assumer le crédit. Et ils sont désespérés, m'a expliqué Robert. Et ils ont lancé cette affaire en pensant que ce serait une victoire facile, et ils réalisent maintenant qu'ils vont perdre lamentablement. Son avocat est probablement inquiet de paraître incompétent aux yeux d'une cliente dont le père a de l'argent et des relations. Pendant ce temps, moi, je vivais ma vie. Je travaillais, je gérais l'entreprise, je sortais avec des amis. En fait, je me sentais mieux que depuis des années. Comme si un poids s'était envolé de mes épaules. Je dormais mieux, j'avais plus d'énergie, j'étais plus concentré au travail. Apparemment, être marié à quelqu'un qui vous méprise et vous considère comme un distributeur automatique est bien plus stressant que d'être seul. Par des amis communs, j'ai appris que Britney devenait folle. Apparemment, elle avait totalement pris pour acquis qu'elle allait m'exploiter, repartir avec des centaines de milliers de dollars en biens, et vivre confortablement de la pension pendant qu'elle se cherchait, ou je ne sais quoi. Elle racontait à ses amis qu'elle garderait la maison, la moitié de l'entreprise, l'argent de la retraite, tout. Une des demoiselles d'honneur, amie de la femme de mon ami Kevin, m'a raconté que Britney regardait déjà des appartements dans de bons quartiers, planifiait les meubles qu'elle achèterait, parlait de prendre une année sabbatique pour voyager en Europe avec l'argent du règlement. Maintenant, elle était confrontée à la réalité, elle allait repartir pratiquement les mains vides, à part ses vêtements et un crédit automobile à rembourser. Ses parents avaient apparemment engagé un deuxième avocat pour examiner le prénuptial, espérant trouver quelque chose que le premier avait manqué. Cet avocat a dit la même chose, il était valide, applicable et exhaustif. Britney était coincée. Patricia m'a appelé en juin. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décidé de la laisser parler. Vous devez être raisonnable dans cette histoire, a-t-elle commencé, sans même un bonjour. Britney a sacrifié 7 ans de sa vie pour vous. Britney n'a rien sacrifié du tout, ai-je dit. Elle a quitté son travail parce qu'elle ne voulait plus travailler. Elle a passé 7 ans à dépenser mon argent sans contribuer au foyer ou à notre avenir. Elle a décidé de demander le divorce en pensant empocher une fortune. Eh bien, elle s'est trompée. Vous ne pouvez pas la laisser repartir sans rien. Le prénuptial que votre mari a insisté pour avoir dit que je le peux. Si vous avez un problème avec ça, parlez-en à Richard. C'est lui qui voulait protéger les actifs familiaux. Eh bien, j'ai protégé les miens aussi. Est-ce impitoyable? C'est de la logique. Britney a traité notre mariage comme un salaire. Maintenant, le salaire est fini. Elle a un travail. Elle peut subvenir à ses besoins. Comme tout le monde. Elle a balbutié quelque chose sur ma cruauté et mon amertume, mais j'en avais déjà terminé. Si vous avez des préoccupations légales, parlez-en à votre avocat. Je ne discuterai pas davantage.
J'ai raccroché, et j'ai bloqué son numéro ainsi que celui de Richard. Le jour du procès est enfin arrivé, en août. J'ai pris la matinée de congé, vêtu d'un pantalon de costume et d'une chemise habillée. Britney était là avec ses 2 parents, son avocat, l'air d'assister à des funérailles. Le juge a examiné le prénuptial, les documents financiers, a entendu les arguments de l'avocat sur l'équité et les contributions de Britney au mariage. Puis il a regardé Britney. Avez-vous lu cet accord prénuptial avant de le signer? Je l'ai parcouru, a murmuré Britney. Votre avocat vous a-t-il expliqué les termes? Oui, mais je n'y ai pas vraiment pensé. Vous ne pensiez pas que cela ferait une différence, a dit le juge. Vous avez signé un document légal protégeant la propriété séparée de votre conjoint, et maintenant vous êtes surprise qu'il soit appliqué? Son avocat a tenté d'intervenir. Votre honneur, ma cliente était jeune et n'a pas pleinement compris. Elle avait 24 ans, était diplômée et avait une représentation légale indépendante. Elle a fait un choix. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Le juge a statué en ma faveur sur tous les points, pas de pension alimentaire. Je conservais la maison, l'entreprise, les immeubles commerciaux, les comptes de retraite, tout. Elle a gardé ses effets personnels et le Lexus, en assumant le crédit automobile. Le mariage a été dissous. J'ai regardé Britney pleurer sur l'épaule de sa mère dans le couloir après l'audience. Patricia me lançait des regards comme si j'avais personnellement ruiné la vie de sa fille. Richard semblait embarrassé, réalisant probablement que son idée géniale du prénuptial s'était retournée contre lui de manière spectaculaire. Je suis simplement sorti, suis monté dans mon pick-up et suis retourné au travail. J'avais une installation commerciale à finaliser avant la fin de la semaine. Le divorce a été officialisé en septembre. 7 ans de mariage terminés, et j'en suis ressorti avec exactement ce que j'avais en y entrant, mon entreprise, mes propriétés, mon avenir, tous intacts. La nouvelle s'est rapidement répandue dans notre cercle social. La plupart des gens ont été choqués d'apprendre que Britney n'avait rien obtenu. Certains ont pensé que j'avais été dur. Mais les gens qui comptaient vraiment, mes vrais amis qui avaient vu comment elle me traitait pendant le mariage, ont compris. Kevin, de ce mariage où nous nous étions rencontrés, m'a appelé. Mec, j'ai entendu parler du divorce. Tout va bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des années, ai-je répondu honnêtement. Britney raconte à qui veut l'entendre que tu l'as arnaqué, que tu l'as laissé sans rien, ce genre de choses. Britney peut dire ce qu'elle veut. Les documents légaux racontent la vraie histoire. Pour info, mec, j'ai toujours pensé qu'elle profitait de toi. Elle parlait plus de ton argent que de toi. Cela correspondait à tout ce que j'avais remarqué, mais ignoré, pendant le mariage. D'après ce que j'ai entendu par le groupe d'amis, Britney a dû retourner vivre chez ses parents. Le job dans la boutique n'a pas marché, et elle a du mal à trouver quelque chose qui paie assez pour qu'elle ait son propre logement. Apparemment, elle est toujours amère à propos du divorce. Elle raconte à qui veut l'entendre que je lui ai volé 7 ans de sa vie et que je l'ai laissé sans rien. Commentaire Monsieur Reddit. Elle croyait que le mariage était un ticket gagnant, mais c'était un contrat. Signé pour faire taire ses parents, elle fut surprise quand la loi s'appliqua. Elle voulait la moitié du gâteau sans l'avoir cuit. Au final, elle repart avec ce qu'elle apporta vraiment, l'envie de dépenser et la flemme de lire. Que cela serve de leçon, avant de viser le portefeuille d'autrui, ouvrez les yeux.